Voilà, je vous souhaite bonne conférence et je passe la parole à Daniel Estrofer de l'IMCCE. IMCCE, ça veut dire Institut, je ne vais pas me tromper, de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. C'est ça? C'est ça, c'est exact. Tiens. Institut de l'Observatoire, Institut de l'Observatoire de Paris. Donc j'ouvre le... Je vais poser le cheveu de même. Ça va aller. 17, ça. Oui. Alors, Daniel va nous expliquer pourquoi il y a une journée des astéroïdes et pourquoi c'est le 30 juin. C'est vrai, on aurait pu choisir, d'ailleurs, on aurait pu choisir une date un peu mieux, hein, parce que 30 juin, les gens partent en vacances, il fait chaud, mais je crois qu'il y a une connotation historique. Absolument, on va voir cela. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des astéroïdes avec la journée des astéroïdes, mais aussi d'autres objets. Et je passerai rapidement sur l'ensemble de ce vocabulaire. Ça pourrait peut-être être un peu confus, mais j'espère que vous verrez le lien qu'il y a entre ces différentes dénominations et le lien qu'il y a entre ces différents objets. Que ce soit les astéroïdes, on parlera des comètes, des météorites. Ah, mais j'ai vu des... Oui. Bon, je vais parler près du micro, je vais essayer de bien l'orienter. Je pense que ça sera mieux. Donc, des différents objets petits corps du système solaire, de voir les effets ou les impacts que ça peut avoir aussi bien au niveau scientifique, en termes de physique fondamentale, ou au niveau sociétal. Et je devrais peut-être appuyer sur ce point-là. Donc, pourquoi le 30 juin? Il y a 110 ans, donc aujourd'hui, a eu lieu un événement en Sibérie profonde, à Tunguska, donc le 30 juin 1908, où un astéroïde a impacté la Terre et est arrivé donc au-dessus de cette région. Et on vous parlera un peu plus de l'ensemble de ce phénomène lié aux astéroïdes qui impactent la Terre ou aux astéroïdes géocroiseurs, voire parmi ces géocroiseurs les PHA Potentially Hazardous Asteroids, donc qui sont potentiellement dangereux. Et donc je vais là, pendant les 15 minutes, je vais vous parler un peu plus des risques liés à ces astéroïdes et aux solutions qu'on peut avoir pour mitiguer ou éviter ces risques. Donc, quelques précisions sur cet événement du 30 juin 1908, où on pense que c'est un astéroïde ou alors peut-être une comète, mais sans doute un astéroïde, qui est entré dans l'atmosphère terrestre avec une vitesse importante, comme tous les géocroiseurs, de quelques kilomètres par seconde. Et dans l'entrée dans l'atmosphère, il a fortement frotté avec cette atmosphère et s'est désintégré dans les hautes altitudes, à quelques dizaines de kilomètres, et a créé une déflagration, une onde de choc, un souffle très important, qui a, alors vous voyez là sur cette carte, peut-être vous devinez un point rouge, moi je le vois sur mon écran et encore il n'est pas très grand, mais donc c'est un point qui représente à peu près 40 km de diamètre où là l'ensemble de la surface est complètement dévasté. Destruction totale dans cette zone du point rouge au-dessus de la Sibérie. Ensuite il y a eu des forts dégâts sur un cercle d'un diamètre de 200 km avec, vous voyez ici une photo, des arbres complètement couchés au sol par le souffle. Et même des déflagrations qui ont pu être entendues à 1500 km à la ronde. De plus, donc il y a bien eu des dégâts matériels majeurs, donc une forte destruction totale de l'ensemble de ce qui était à la surface de la Terre sur à peu près 2000 m². Pour comparer cela à la taille de notre ville, qui n'est pas une très grande ville, mais Paris fait 100 km². Donc si cet objet tombe sur une autre ville, les dégâts peuvent être tout à fait conséquents, majeurs. Il y a eu ensuite aussi des lueurs lues à l'impact et après aussi aux incendies qui étaient liés à cet impact, visibles depuis l'Europe occidentale, des mesures de sismographes et aussi de pression atmosphérique qui ont pu enregistrer cet événement. Donc fort heureusement, on va dire, c'est arrivé en Sibérie, une zone très peu peuplée. En juin, il y a des moustiques, des rennes, et il n'y avait pas de personne qui a été tuée à cet endroit. Des personnes ont quand même subi ou senti la chaleur, et ils étaient assez proches de l'épicentre, et ont été aussi
poussés au sol par le souffle, mais il n'y a pas eu de mort, mais des dégâts importants. Donc ça, c'est l'événement de Tunguska, le 30 juin 1908, et c'est pour cela qu'on a mis cette journée internationale des astéroïdes le 30 juin pour parler des astéroïdes, des risques liés à ces astéroïdes et aussi des autres aspects de ces astéroïdes, parce qu'il n'y a pas que les risques. Je parlerai des risques, en particulier donc des géocroiseurs qui croisent au voisinage de la Terre, ou qui peuvent rencontrer la Terre, et de ces astéroïdes PHA qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc on a défini une classe parmi les géocroiseurs, ceux qui sont assez proches de la Terre, donc à peu près 20 distances Terre-Lune, et qui sont assez gros. Parce qu'on imagine bien que plus ils sont gros, plus les dégâts peuvent être importants. Et ces astéroïdes-là, les PHA potentiellement dangereux, bien on les surveille, on essaie de les détecter et les surveiller de près. Donc vous avez ici une vue justement des orbites, des trajectoires de ces objets. Chaque ellipse là est une trajectoire, une orbite classique d'un objet du système solaire. Il est en orbite autour du Soleil, comme la Terre, comme Mercure, Vénus, la Terre ici, et Mars ici. Et vous avez cette zone-là, on va dire, à l'intérieur, proche de l'orbite de la Terre, où vous avez les géocroiseurs. Et ici, on devine peut-être, vous avez la Terre ici dans son orbite autour du Soleil, elle est fixe, et vous voyez tous ces points qui orbitent au voisinage de la Terre, qui sont amenés à se rapprocher de la Terre. Alors les tailles ne sont pas respectées, bien sûr. On a l'impression que la Terre est bombardée par ces particules. En fait, non. Là, elles ne font que passer proche de la Terre sans qu'il y ait d'impact. Et les points rouges sont ceux de ces astéroïdes géocroiseurs qui passent à moins de 7 millions de kilomètres de la Terre. Alors pour qu'il y ait impact, parmi les PHA, il faut, là je vous présente une vue assez classique, il faut que les distances soient proches, mais il faut aussi que les deux routes, l'orbite de la Terre, on va prendre celle du chemin de fer, et l'orbite de l'astéroïde, le petit véhicule, se croisent. Et dans l'espace, il faut vraiment qu'ils se croisent, pas que l'un soit au-dessus de l'autre. Non seulement il faut que ces deux orbites se croisent, mais en plus il faut que nos deux objets, et le train et la voiture, soient au même endroit, au croisement, au même moment. La voiture peut très bien passer un peu plus tôt ou un peu plus tard et il n'y a pas d'impact, il n'y a aucun risque. Donc on se doute bien que les chances qu'il y ait un impact vu les distances astronomiques qu'il y a sur nos objets célestes sont tout à fait faibles, voire ridicules, vu l'immensité des distances. Cependant, on a pu recenser les cratères sur le sol terrestre. On a vu des cratères aussi, on voit des cratères sur la Lune, sur les autres lunes des objets du système solaire, sur les astéroïdes, etc. Sur la Terre, vous avez ici une représentation de l'ensemble des cratères répertoriés, plus ou moins grands, plus ou moins anciens, mais certains vont avoir, comme celui-ci, quelques dizaines de milliers d'années. Donc là, vous avez un cratère assez joli dans le désert d'Arizona, l'Arizona Crater, qui a une taille d'un diamètre d'1,2 km, et on pense donc que c'est un météorite métallique d'à peu près 50 mètres qui a impacté la Terre et a créé ce cratère. Beaucoup d'autres cratères ont déjà disparu ou sont effacés par l'activité géologique, et donc sur la Lune, la durée de vie des cratères visibles reste bien plus importante. Vous allez me dire, bon, donc ça c'est des preuves d'impact d'il y a quelques dizaines de milliers d'années, ou voire peut-être un peu moins, mais quand même ça nous amène à des temps géologiques très anciens. Le risque d'impact reste nul. Ici vous avez une autre vue bien plus récente, donc sur la décennie passée, on va dire, ou les deux décades passées, où ce sont un recensement non plus de cratères, mais d'entrée dans l'atmosphère de bolides. Donc ça ne crée plus ce genre de phénomènes aussi catastrophiques. Pour certains, c'est simplement des phénomènes lumineux ou des phénomènes sonores qui ont été enregistrés là par beaucoup de missions spatiales de défense américaines. Mais cependant, vous avez là un autre exemple d'un bolide. Parmi ces points-là, vous avez ce bolide-là qui est arrivé au-dessus de la ville de Jakarta et qui a créé un peu de panique, on va dire, parmi la population. Ils se demandaient tous un peu ce qui se passait. Parmi ces points-là, vous en avez un autre que je vais détailler. Là, c'est à nouveau en Russie, au-dessus de la Sibérie, Tcheliabinsk, avec les différentes orthographes à l'anglaise, à la latine et en cyrillique. Qui a un événement qui a eu lieu bien plus récemment, c'était en février 2013, donc il n'y a pas si longtemps, un bolide, un astéroïde de quelques mètres, dizaines de mètres, une quinzaine de mètres, est entré dans l'atmosphère et a créé quelques événements, quelques dégâts, on va voir.
Et je signale aussi que c'était assez étrange parce que on avait fait pas mal de communication pour cette journée-là en particulier, parce qu'il y avait un astéroïde très sympathique qui passait proche de la Terre, assez gros, et on avait fait une alerte. On n'avait bien sûr pas prévu Tcheliabinsk, qui est entré dans l'atmosphère et qui a été filmé par nombre de caméras. Alors, donc là, on voit quelqu'un qui a filmé déjà l'entrée du météorite dans la... Alors je ne sais pas si le son est assez bien passé sur le micro, mais peut-être que... Je ne sais pas si le son est bien passé sur le micro, mais vous avez pu voir que donc il y a eu un phénomène lumineux très intense. C'était tôt le matin, et tout à coup, la lueur du ciel a augmenté, aussi brillante que le soleil à midi, voire même plus. Donc beaucoup de gens se sont précipités vers les fenêtres, d'autres ont filmé cet événement assez intéressant. Et puis vous avez pu voir qu'ensuite l'onde de choc, le souffle, est arrivé bien quelques dizaines de secondes après. Donc c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas eu le bon réflexe, se sont rapprochées des fenêtres, et beaucoup de fenêtres ont tout simplement été éclatées, brisées par l'onde de souffle. Vous avez là beaucoup de photos, d'images de ce type-là. Certains murs qui n'étaient pas assez solides par rapport à la pression exercée sont tombés aussi. Donc à peu près plus de 1000 blessés sont arrivés dans les urgences des hôpitaux et autres. Donc ça a quand même créé un peu de dégâts. En plus des blessés, certains ont été un peu choqués aussi et ont dû être hospitalisés sur des périodes un peu plus longues. Donc de gros dégâts matériels, pas de pertes humaines, et un coût estimé à 30 millions d'euros. Et pour beaucoup de personnes, ils ont eu le mauvais réflexe de s'approcher des fenêtres, alors qu'il aurait été préférable de s'en les noyer. Alors d'autres ont eu le bon réflexe. Donc là, c'est quand même une image assez amusante. Vous voyez donc là le bolide qui entre, l'astéroïde qui entre dans l'atmosphère. Le premier réflexe, c'est « je suis ébloui, donc je me protège ». Celui-ci n'a pas eu de problème, bien sûr. Donc Tcheliabinsk, c'est un astéroïde qui est rentré dans l'atmosphère, ou un météoroïde, qui a donné lieu à des météorites, mais on ne l'a pas vu avant qu'il n'entre dans l'atmosphère et qu'il crée cette lumière et les dégâts occasionnés donc en 2013. Je vais vous parler maintenant d'un autre astéroïde, 2008 TC3, un peu plus petit, il fait à peu près, on l'estime, sa taille à 5 mètres de diamètre, qui lui a été découvert en 2008. Bon, les désignations, en fait, le premier nombre, c'est l'année de la découverte de l'objet. Et ensuite, c'est la semaine, le numéro, mais donc, objet découvert en 2008, et on va voir ici, donc c'était une première prévision de chute d'astéroïdes, et je vais vous donner un peu l'épisode qui dure à peu près 24 heures, donc je dis un épisode de la série 24 heures. Donc la première photo, découverte de l'astéroïde qui bouge assez rapidement par rapport au fond d'étoile. Et on estime sa distance à 1,3 distance Terre-Lune. Quelques 400 000 km. Très rapidement, on se dit cet objet est intéressant, il nous faut plus d'observations. Donc, des observations en alerte par des astronomes professionnels, mais aussi amateurs, contribuent pas mal à ce type d'observation. Donc, des observations de spectres, de photométrie, afin de déterminer la forme ou la rotation de l'objet. Donc, on arrive à avoir une caractérisation. On estime sa taille à 5 mètres, on connaît sa période de rotation, son spectre. Caractérisation physique. On a aussi besoin d'une caractérisation dynamique à partir des positions, des mesures de position de cet objet, de l'astrométrie. On arrive à déterminer son orbite, et il s'avère que pour cet objet-là, le risque d'impact s'avère être de 100%. Donc cet objet va rentrer dans l'atmosphère terrestre, va impacter la Terre dans moins de 24 heures, avec une probabilité d'impact très forte et une zone, alors on voit pas très bien, le contraste n'est pas très fort, mais donc là vous avez la zone avec l'incertitude au-dessus de l'Arabie et de l'Afrique. Et un peu plus tard, la rentrée atmosphérique est observée, en particulier là par le satellite Météosat, donc qui regarde en continu la Terre, et donc il a pu observer. Donc là aussi le contraste n'est pas très fort, mais vous avez eu là quelques pixels de l'image de l'astéroïde qui rentre dans l'atmosphère, observé en visible et en infrarouge, et aussi des détections en infrason. Et un peu plus ou à peine un peu plus tard, mais vu depuis le sol, la désagrégation de cet objet de 5 mètres, donc là aussi il a été complètement désagrégé dans l'atmosphère terrestre. Il faut bien voir que l'atmosphère terrestre nous protège quand même beaucoup
de ces chutes d'astéroïdes. Et on voit là le résultat dans les hautes couches de l'atmosphère des traînées de volatiles dues à la désagrégation de cet astéroïde. Et donc tout cela en moins de 24 heures. Et un peu plus tard, une expédition a été menée par des collègues et ils sont allés récupérer quelques météorites. Donc là, l'astéroïde a aussi donné lieu à des pièces récupérées au sol. Et on s'est rendu compte que c'était quand même finalement un objet assez surprenant dont on ne pouvait pas savoir à partir des spectres seuls. Donc là, je laisserai mes collègues en parler davantage. Donc voilà, 2008 TC3, un cas de figure où l'astéroïde devient bolide, devient météoroïde et devient météorite, où on a à peu près tout le panel du vocabulaire par le même événement. Ceci dit, ce n'est pas un cas isolé. C'est arrivé en 2008, c'est arrivé un peu plus tard en 2014, avec l'astéroïde 2014 AA, découvert, même scénario, on prédit, on calcule l'orbite, on prédit l'impact, moins de 24 heures après, et celui-ci a eu lieu dans l'océan Atlantique. Donc il n'y a pas eu d'observation ni de... Voilà, donc le contraste est un peu mieux, mais bon, vous voyez donc à nouveau oui, je pense que c'est mieux comme ça, merci. Donc vous voyez là. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'éclairage, je m'excuse. C'est ça ou c'est le noir complet? Or le noir complet, ça n'ira pas. Un samedi après-midi, c'est difficile avec la chaleur. Je suis désolé, les astéroïdes, c'est toujours sur fond noir. Bon, vous avez vu donc une trace d'impact, mais là, il n'y a pas eu de photo, on va dire. Hein, il est arrivé au milieu de l'océan Atlantique et il n'y a pas eu de mesure plus que cela. Un autre cas, c'était pareil, une découverte depuis les télescopes au sol d'un objet, mais celui-ci apparemment serait plutôt un objet artificiel qui avait été perdu lors d'un lancement de satellites quelques dizaines d'années plus tôt. Et plus récemment, 2018, il y a quelques semaines, à nouveau un objet de quelques mètres de diamètre qui a été découvert et son entrée, impact de la Terre, quelques heures après, 8 heures après. Et je dis que ceci va devenir un cas typique. On va le rencontrer de plus en plus souvent parce que vous avez des observations, des surveys ou des sondages du ciel faits régulièrement depuis la Terre avec des efforts importants qui sont menés pour justement détecter et cataloguer de plus en plus de ces objets. Vous voyez ici de manière peut-être un peu schématique, mais depuis la fin des années 90, là c'est l'année 2000, le nombre d'objets géocroiseurs, et uniquement géocroiseurs, hein, je ne parle pas des autres astéroïdes, qui ont été découverts. Vous voyez une croissance exponentielle, parce que il y a des efforts, notamment menés par les USA, qui ont mis beaucoup d'argent pour recenser tous ces objets. Donc maintenant on cherche à avoir le recensement des objets plus grands que 140 mètres. Et là je parle beaucoup d'objets de quelques mètres ou dizaines de mètres. Et cette courbe va encore croissante. Donc là, on découvre à peu près actuellement plus de 2000 géocroiseurs par an, et ce taux va augmenter. Et donc, on aura de plus en plus de cas comme 2008 TC3, où on va découvrir l'objet comme étant astéroïde, et on va se rendre compte qu'il peut percuter la Terre. LSST est un autre télescope qui va arriver dans quelques années, et qui va aussi pousser les limites de détection de manière drastique. On aura beaucoup d'objets qui vont être détectés avant leur entrée dans l'atmosphère. Un autre point que je vais peut-être évoquer rapidement, c'est sur la probabilité d'impact, hein, la nécessité de caractériser physiquement ces objets importants, mais aussi de connaître leur orbite pour savoir si oui ou non ils vont impacter la Terre. Est-ce qu'ils vont ou s'ils vont simplement passer à côté sans risque d'impact, mais à frôler la Terre comme on dit actuellement. La problématique est un peu la suivante. Lorsqu'on détecte un objet pour la première fois dans le ciel, dans l'espace, on a une incertitude, on a toujours des incertitudes sur les mesures, et donc moins on a de mesures, plus l'incertitude sur les prédictions va être forte. C'est comme pouvoir prédire la météo sur un temps long avec très peu de données. Donc on va supposer ici qu'on a une incertitude assez forte avec très peu d'observations. Je connais la trajectoire, mais risque d'impacter la Terre, ou de simplement aussi de ne pas impacter la Terre. Hein. Imaginez comme une grande courbe dont une portion coupe la Terre. 1% de cette portion peut couper la Terre, donc on a une probabilité d'impact de 1% avec les données qu'on a. Le problème, c'est que souvent on a du mal à en refaire des observations de cet objet, parce qu'il peut être derrière le Soleil, il faut attendre quelques temps, et on a des observations supplémentaires. Alors soit on peut en général restreindre cette incertitude, et donc on est amené à avoir deux cas de figure. Soit il n'y a plus de risque d'impact, et c'est le cas général, soit un cas un peu moins général, moins fréquent on va dire, mais où l'impact avec la Terre se précise.
Donc la nécessité d'avoir des observations supplémentaires en plus de la détection et des bonnes orbites de ces objets. Et vous voyez ici un peu la problématique aussi qu'on couvre un spectre assez large entre les objets qui font quelques mètres, qui ne posent aucun risque, on estime à peu près à moins de 5 mètres, hein, comme un 2008 TC3, c'est simplement un bolide, un phénomène lumineux dans le ciel et éventuellement des météorites qu'on va récolter et qu'on aime avoir dans nos laboratoires, à des tailles un peu plus importantes, où on va vers le Chelyabinsk ou le Tunguska, et qu'on voudrait éviter, voire à des tailles encore plus importantes, où au-dessus de quelques kilomètres, on rentre dans l'extinction massive d'espèces. Donc vous voyez tout un spectre de vulnérabilité et aussi tout un autre spectre de fréquence de ces impacts. Alors bien sûr, l'extinction massive d'espèces, c'est à peu près tous les 100 millions d'années, mais ces objets-là, de 50 à 140 mètres, qui peuvent avoir des dégâts importants, on est plutôt sur des ordres des périodes centennales. Et je pense que là, c'est un effort à mener aussi actuellement à mieux caractériser ou à mieux essayer d'éviter ou de mitiguer ces risques-là. Pas uniquement le risque qui tue les dinosaures. Donc il y a différentes actions qui sont menées au niveau international, poussées pas mal par les USA, mais il y a aussi dans le cadre de l'ONU, des groupes qui se mettent en place pour coordonner un peu les différents aspects. Il y a eu récemment aussi au niveau des USA un programme interagence qui a été publié. Mais dans tous les cas, je pense que nous, on a besoin de mettre en place des systèmes d'information et de mitigation de ces risques pour atténuer la catastrophe ou éviter la catastrophe. Et dans tous les cas... 5 minutes. Et dans tous les cas, faire mener intervenir aussi les aspects de sécurité civile au sol. Alors pour dévier des astéroïdes qui sont assez gros, on va dire de 100 mètres et plus, là on évitera quand même qu'ils percutent la Terre parce que les dégâts peuvent être au moins au niveau régional voire continental. Il y a différentes options, mais donc une option c'est d'envoyer une mission spatiale pour changer un peu la vitesse de l'astéroïde. De très peu, hein, de quelques millimètres, voire centimètres par seconde, mais le faire assez en avance pour que on dévie finalement la trajectoire de l'astéroïde. En fait, on dévie pas vraiment, on ne pousse pas vraiment l'astéroïde, on l'accélère, on le freine un peu pour qu'il évite la collision avec la Terre. Hein. À nouveau, rappelez-vous cette intersection. Hein, si vous êtes un peu plus tôt ou un peu plus tard à l'intersection du chemin de fer, vous n'avez aucun risque. Donc il y a différentes techniques. L'explosion nucléaire en surface de l'astéroïde, le tracteur gravitationnel, où vous envoyez un satellite artificiel assez massif proche de l'astéroïde pour dévier sa trajectoire, ou l'impacteur cinétique, où à nouveau vous envoyez un satellite artificiel avec quelques masses qui va impacter votre astéroïde pour lui donner un peu de moment cinétique ou de quantité de mouvement et changer un peu cette trajectoire. Donc nous avons travaillé avec quelques collègues ici de l'Observatoire et de France dans le programme européen NEOSHIELD qui a étudié un peu ces différents aspects et en particulier l'impacteur cinétique qui reste peut-être la technique la plus réaliste, la plus facile à mettre en œuvre, mais encore que pour le moment, on ne maîtrise pas l'ensemble du processus. Donc il serait important d'avoir une mission test et ensuite d'avoir des missions spatiales qui soient prêtes au cas où, le temps étant un facteur très important, hein, on va courir après le temps, donc le mieux on est préparé, le mieux ce serait. Et donc il y a là une mission qui a été proposée à la NASA, qui est la mission DART, qui va être une mission donc de satellite qui va impacter un astéroïde, ou plutôt la lune d'un astéroïde géocroiseur binaire, Didymos, et une proposition qui est toujours en cours auprès de l'ESA, de la contrepartie européenne, pour aider cette mission et faire un premier test, on va dire, en grandeur nature pour bien comprendre l'ensemble de la technologie et l'ensemble du processus pour arriver à changer un peu l'orbite de cette lune Didymoon par rapport à Didymos et l'ensemble de ce process. Et donc je finirai là avec cet aspect sur les risques astéroïdes. Donc on voit qu'on a un spectre très large. C'est vrai que souvent on a en tête le gros astéroïde de quelques kilomètres qui va tuer les dinosaures. Ce risque-là existe. On a maintenant recensé presque 100% des astéroïdes de plus de 1 km et on sait que dans les 100 ans à venir, il n'y a pas de risque d'impact. Donc maintenant, le travail se fait sur les ordres de grandeur inférieurs. Et je pense qu'il faut aussi avoir une préoccupation pour les astéroïdes de quelques mètres. Alors pas forcément pour éviter d'avoir l'école demain, mais on a ces problématiques là aussi de mettre en place des
des systèmes de mitigation et aussi de bien connaître les technologies, au moins pour les missions spatiales, de déviation de ces objets, de ces phénomènes, et aussi au sol, pour mieux comprendre un peu les réactions à avoir et faire quelques exercices avec la sécurité civile. Voilà, je termine là. Merci pour votre écoute. Merci Daniel. On passera aux questions plutôt à la fin de la session pour avoir un petit peu plus de temps là-dessus. Donc on passe la parole à la suivante. Donc ça, c'était pour le côté risque astéroïde, le côté 30 juin. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les aspects risques.